Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 20 mars. Au sommaire et en actu aujourd'hui, enterrer le projet de route de distribution urbaine après l'abandon de Prangin en 2018 et d'Eyzin en 2022. C'est au tour de Nyon de renoncer au projet de cet axe permettant d'éviter le centre-ville de Nyon et de relier ces deux villes voisines. On en parle avec vous, Mario-Charles Pertusio. Bonjour, vous êtes le syndic d'Eyzin. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Ensuite, en sport, ce week-end, le Cercle d'escrime de Founet accueille son tournoi annuel de sabre et fleuret. Rencontre avec la présidente Agnès Ansermet. Bonjour, à vos côtés, le maître d'armes Georges Hatzopoulos. Bonjour maître, bienvenue sur ce plateau. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, alors je t'amène au musée romain de Nyon avec Jordan Anastassov, bonjour, qui est le conservateur du musée, mais je vais surtout t'emmener à Palmyre, en Syrie. Tu sais, c'est ce site archéologique qu'on voit ici, qui a été partiellement détruit en 2015 par l'État islamique. Eh bien, le musée romain de Nyon lui accorde une exposition temporaire à voir quasiment tout au long de cette année, depuis une dizaine de jours, pour retracer justement la mémoire de ce site archéologique qui est justement en train de se refonder petit à petit. On va percevoir tous ces secrets avec Jordan Anastassov tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. Et on ouvre notre première page, on ouvre la route avec vous, Mario-Charles Pertusio, je vous en prie. Venez me rejoindre sur ce plateau, vous êtes le syndic d'Eyzin. Avec vous, on va parler de la route de distribution urbaine, un projet abandonné par Prangin en 2018, par Eyzin en 2022 et à présent par Nyon. Un projet qui devait permettre de relier toutes ces villes voisines, mais surtout d'éviter l'axe central de Nyon. J'imagine, Mario-Charles Pertusio, que c'est la bonne décision que Nyon a prise après l'abandon de Prangin et d'Eyzin. On a envie de dire que c'était une route tracée, malheureusement. Je pense que la décision que la municipalité de Nyon a prise par la voie également du communiqué de presse de son syndic Daniel Rossella est une bonne décision, une sage décision. Alors, la ville de Nyon a expliqué qu'elle a effectué des analyses qui soulèvent que le trafic motorisé tend à se stabiliser, que l'utilisation des transports publics progresse, tout comme les mobilités actives. On parle d'un projet aujourd'hui totalement désuet. Pourquoi ? Désuet pas, peut-être pas forcément désuet, le mot n'est pas adéquat, me semble-t-il. C'est un projet dépassé, dans le sens où effectivement il y a d'autres problématiques, elles ont été évoquées dans le communiqué de presse, et nous aussi, Eyzin, puisque effectivement la municipalité d'Eyzin, précisément le 20 octobre 2022, a pris la décision de se retirer de ce projet. Peut-être en quelques mots, nous avons convié, je suis syndic depuis le 9 janvier, donc mes collègues et moi-même avons convié, pour ne pas dire convoqué, le directeur général de la DGMR, M. Grua, ainsi que 6 de ses collaborateurs, responsables, chefs de projet, enfin différentes personnes qui s'étaient occupées au fil des ans de ce projet. Et nous les avons rencontrés également avec Région Nyon, qui est un partenaire incontournable. Et il est vrai qu'on a d'autres, la municipalité d'Eyzin a d'autres vues, d'autres projets. Je pense qu'on doit collaborer parce que géographiquement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous sommes voisins de Nyon, nous sommes collés l'un à l'autre. Et il est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de mobilité douce, ça n'a pas de sens d'envoyer des cyclistes, par exemple, sur la route RC11, la route cantonale, pour arriver finalement sur un giratoire route de Livonne ou après route blanche. Ça n'a pas de sens, alors qu'on peut imaginer peut-être que de passer par la route de Nyon et la rue du Stand pourrait être plus intéressant. Et ça a peut-être plus de sens. Donc pour ce faire, il faut qu'on puisse rencontrer rapidement nos collègues municipaux nyonnais. Oui, pour savoir quelle sera la suite. Mais j'aimerais quand même comprendre, vous citez Région de Nyon, on sait qu'ils sont très déçus de cette décision, et ça pourrait se comprendre, on peut parler de mobilité douce, d'environnement, d'écologie, et pourtant toutes ces routes, elles sont continuellement engorgées, trop de voitures. Comment est-ce qu'on fait du coup ? Alors, à un moment donné, je pense qu'il est important de rappeler à qui incombe la responsabilité, finalement, de cette décision d'abandonner cette RDU, route de distribution urbaine. Pour rappel, vous l'avez dit, 2018, c'est Prangin. Si on prend l'exemple d'un corps, vous avez un corps qui est Nyon et vous avez un bras droit et un bras gauche. Du moment où on coupe un bras, qui est Prangin en 2018, il est vrai que pas mal de réflexions, pas mal de questions se sont posées à une municipalité à laquelle je ne participais pas à l'époque, mais le projet, je le connais bien, puisque dans le cas du PPA Terrebonne-le-Nipi, où se trouve le Business Park, par exemple, on a effectivement prévu, des municipalités antérieures à la nôtre, ont prévu certaines choses qui permettront de faire de la mobilité douce. Mais aujourd'hui, Mario-Charles Pertusio, vous sous-entendez que les responsables, c'est Prangin ? Non, il ne s'agit pas, c'est une responsabilité commune, je dirais. On était 3 partenaires. En 2018, il y a un partenaire. Je pense que l'exemple du corps que je viens d'évoquer est un bon exemple. Si vous coupez un bras, entre guillemets, à un corps, finalement, à qui fait besoin, finalement, cette route de distribution urbaine ?
Je crois que dans le communiqué de presse, la ville de Nyon l'évoque très clairement. Ça fait plus de 50 ans que cette problématique se pose. Alors, je ne dis pas que Nyon est responsable, mais Nyon doit aussi... Il ne s'agit pas de trouver des responsabilités. C'est toi qui es coupable et moi qui ne suis pas coupable, etc. C'est pas ça. C'est que tant Prangin que Nyon, pour rappel, si Prangin était important dans cette RDU, c'est toute la problématique aussi liée à la route de l'Etrag, Glanvik, pour amener des gens à ne pas traverser dans la mesure du possible Nyon, la ville de Nyon, avec les structures qui sont les siennes au fil des ans. Mais ça veut dire quoi? Que le politique aujourd'hui force les citoyens à ne plus utiliser la voiture et utiliser la mobilité douce? Non, il ne s'agit pas de forcer, c'est un partenariat, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin. Les entreprises de la région, je crois que jusqu'à plus ample informé, une entreprise qui doit livrer des choses dans la ville de Nyon, elle a besoin de routes. Une entreprise, un menuisier, un ébéniste, des entreprises ont besoin de routes. Les citoyennes et citoyens ont besoin de routes aussi. On a des transports publics qui se sont bien améliorés. Les transports publics de la région lyonnaise se sont bien améliorés. On a une meilleure desserte, bien améliorée au fil des ans, bien évidemment. On va vers le mieux. Oui. Et puis maintenant, on a effectivement, si on prend le bassin versant en ce qui concerne le bras Ézin, je dirais, c'est pas parce qu'on a coupé le bras de cette route de distribution urbaine que dorénavant, je me permettrai d'appeler RC11. Elle s'appelle la RC11, la route cantonale 11. Donc on va l'appeler dorénavant comme ça. Il y aura toujours des bus qui vont passer sur cette route cantonale. Il y aura toujours des voitures qui passeront sur cette route cantonale. Encore faut-il savoir pourquoi on va à Nyon, pour quelles raisons on va à Nyon. Peut-être effectivement éviter d'aller à Nyon juste pour aller acheter quelque chose 5 minutes à la Migros ou autre. Ça, c'est aussi des questions qui doivent se poser, que c'est les citoyennes, enfin c'est les citoyennes et les citoyens qui doivent se poser ces questions. Ça veut dire quoi qu'Ézin doit grandir autrement et sans Nyon, c'est se réaménager? C'est quoi les objectifs aujourd'hui pour Ézin? Je le répète, Ézin, dans le cadre du schéma directeur, le SDAN, le schéma de l'agglomération lyonnaise qui était inclus dans le plan directeur cantonal, il est prévu effectivement un certain accroissement démographique. Le but n'est pas de devenir très très gros, c'est de pouvoir croître tout en offrant à la population ézinoise et d'autres voisins, parce que je rappelle qu'avant Ézin, il y a Boré, il y a Crassier, il y a également des voisins français. Alors il est vrai que les voisins français, on peut se poser la question, est-ce qu'ils viennent en vélo, oui ou non? Est-ce que si on leur offre la possibilité de faire de la mobilité douce depuis Divonne, est-ce qu'ils le feront? Il semblerait pas. Le canton, Mme Nouria Gorité, veut absolument, et met un point d'honneur, à améliorer la mobilité douce sur l'entier du canton. Je prends juste cet exemple-là. Crassier, Divonne avant, est-ce qu'il y aura une piste cyclable à Crassier, Boré, respectivement Ézin jusqu'à Nyon? Encore faut-il qu'après Nyon offre la possibilité de se mouvoir avec une mobilité douce pour arriver jusqu'à la gare de Nyon. Ouais, forcément, ça fait beaucoup de gens qui doivent être assis autour de la table. C'est un projet sur lequel les communes ont perdu, on l'a dit, du temps, mais aussi beaucoup d'argent. Pour Nyon, par exemple, au moment du départ de Prangin, en 2018, c'était près de 430 000 francs engagés, pour la région 600 000 francs. Combien ça implique combien du côté d'Ézin, cette perte? Pour nous, c'était 390 000 francs qui ont été votés au conseil communal en 2019. Ouais. 390 000 francs. Mais j'aimerais aussi rappeler peut-être, je ne suis pas ingénieur au niveau des routes ou autres, mais on voit aussi que, très clairement qu'au travers de ces études qui ont été faites, j'ose espérer qu'il y ait certaines choses dont on pourra tirer, on pourra tirer une certaine expérience en guillemets de ces études. Des choses à garder, des bonnes idées justement. Quelles sont celles sur lesquelles vous misez pour l'avenir? Alors, on a déjà très rapidement, je vous l'ai dit, on a rencontré la DGMR à notre demande le 27 février. Et on a revu quelques personnes des services de l'État pas plus tard que le 14 mars. Donc, pour l'instant, on collabore sur certaines idées. Donc, il ne sert à rien de parler trop tôt de certaines choses. Mais j'insiste sur un point important qui rejoint le dernier paragraphe du communiqué de presse que la ville de Nyon a fait ce mardi. C'est important qu'on puisse rencontrer rapidement nos homologues nyonnais, qui sont des municipaux. Il y a un syndic des municipaux. Les municipaux en charge de ce projet, avec bien évidemment leur chef de service ou les responsables techniques, mais il est important qu'on puisse se rencontrer entre politiques. Oui, Nyon et Prangin. Alors, Nyon et Prangin, je ne suis que syndic d'Ézin, et je ne peux parler que pour Ézin. Oui, mais est-ce qu'il est convenu, ou en tout cas, est-ce qu'il est souhaitable que Prangin rejoigne de nouveau ces négociations, ces discussions? Il est souhaitable, je pense qu'il est toujours souhaitable qu'on soit effectivement les trois autour de la table. Maintenant, je ne suis pas le syndic de Prangin, je le répète, je ne suis pas le syndic de Nyon. Je ne peux inviter que mes homologues à essayer de se mettre autour de la table, mais prioritairement, en ce qui concerne Ézin, c'est notre voisin direct, c'est la ville de Nyon, la commune de Nyon, qui historiquement et géographiquement, on est et on restera toujours voisins. Donc et on a besoin relié par la RC11. Mario-Charles. Pas forcément, par la route du stand et par la route de Nyon, peut-être en termes de mobilité douce. Mobilité douce et à vélo. Mario-Charles Pertuzzo, syndic d'Ézin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très bientôt. Merci. Alexandre, on retourne à toi et on remonte dans le temps, encore un peu plus loin d'ailleurs.
Oui, et on va en Syrie grâce au musée romain de Nyon et à vous, Jordan Anastassov, qui en êtes le conservateur. Alors, cette exposition Voix de Palmyre, elle nous parle justement de ce site archéologique de Palmyre qu'on voit juste derrière vous. Rappelez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ce site en Syrie et pourquoi lui accorder une exposition? Alors, Palmyre est un site majeur en fait de l'archéologie, non seulement de la Syrie, mais de l'archéologie romaine en général. Et c'était un emblème, c'est toujours un emblème, malheureusement détruit, largement mutilé par Daesh, et qui reste dans la mémoire en fait de beaucoup d'archéologues et de voyageurs et de tout un chacun en fait. Et pourquoi justement lui rendre hommage à Nyon? Alors, il faut savoir que le projet de cette exposition repose sur une collaboration avec l'Université de Lausanne, qui s'est penché à partir de 2015-2017, s'est penché sur les archives d'un archéologue suisse, Paul Collard, qui a fouillé dans les années 50 Palmyre, qui a fouillé un monument qui est le temple de Balshamine à Palmyre. Et sur la base de ces archives collectées, réunies dans les années 50, l'Université de Lausanne, particulièrement l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité, ont lancé un vaste projet de numérisation et de partage de données avec différents produits, on va dire ça comme ça, une base de données accessible à tout un chacun, des archives, que ce soit photographiques, des lettres, et puis également une modélisation 3D du temple détruit par Daesh. Ah bah c'est ce qu'on va voir justement derrière vous. Alors, on va se balader dans cette exposition et commencer par les photographies, mais Jordan Anastassov, la question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi est-ce que Palmyre est si important aux yeux des archéologues? Qu'est-ce que ça représente? Alors, il faut imaginer Palmyre comme un lieu avec des monuments encore entiers. On a les élévations. Généralement, quand on est archéologue, on trouve des fondations, quelques blocs en élévation, rarement les murs. À Palmyre, on a des colonnades, on a des temples, on a des monuments plus ou moins importants qui sont quasiment entiers ou qui étaient quasiment entiers. Et sur cette base-là, c'est un site exceptionnel. Malheureusement, suite à la situation géopolitique et la prise de Palmyre par Daesh, par l'État islamique, une partie des monuments a été détruite à l'explosif. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on peut retrouver, ce sont des gravats, des blocs explosés. Et puis, on a parfois la chance d'avoir une documentation archéologique, et c'est le cas du temple de Balshamine, fouillé dans les années 50. Alors, le but, c'est effectivement de rendre mémoire en fait à ce site-là et de le faire vivre alors, à travers une exposition, mais il me semble aussi qu'il y a une volonté de reconstruction. Et aujourd'hui, il y a des archéologues qui travaillent justement à la reconstruction de ce site, c'est ça? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Il faut savoir que ce qui a été documenté dans les années 50 était déjà une reconstitution. On appelle ça une anastylose. On a mis les blocs les uns sur les autres et on a retrouvé des structures, une élévation qui devait être proche de l'original. Cette anastylose, cette reconstitution a été détruite et aujourd'hui, sur la base de la photogrammétrie qui est exposée dans un dispositif, on arrive à modéliser en fait le temple qui a été détruit, explosé par Daesh. Et aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante: qu'est-ce qu'on peut faire avec ces modèles? Donc, on peut montrer une image du temple, il y a la réalité augmentée, il y a un hologramme qu'on peut visualiser ici aussi dans l'exposition. On a une vidéo qui est tout à fait prégnante. Alors c'est vrai que effectivement, il y a cette reconstitution-là, alors cet hologramme-là, effectivement, du musée romain de Nyon. Et puis, ici, c'est très parlant, effectivement, cette reconstitution vidéo. Mais aujourd'hui, cette reconstruction, elle est active en ce moment? En ce moment pas. Donc, non. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un travail qui a été fait en laboratoire, sur la base de fonds conservés en Suisse. Et c'est une étape parmi d'autres. Donc, ça serait la première étape d'une volonté de reconstruction. La question qui se pose maintenant, c'est qui va faire ça? Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire ça? Et ça, c'est la Syrie qui doit se prononcer sur cette question-là. Ouais. Et est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que, sachant que plus de 50% des murs, des blocs ont été détruits, est-ce que vraiment on peut se lancer dans une impression 3D, une reconstitution à partir du modèle qui est le seul témoignage en fait de ce temple qui a disparu. Et alors aujourd'hui, avec des archéologues, on l'aura compris, du monde entier qui travaillent justement là-dessus, et notamment des archéologues suisses. Alors dans cette exposition
On voit à la fois justement cette reconstitution numérique, on a vu les photographies aussi, qui justement sont un témoin du temps. Et puis, je vous propose, Jordan, qu'on marque une petite pause ensemble et qu'on se concentre après sur ce qu'on voit derrière nous, à savoir l'angle social, qui est aussi important, Andrea, dans justement ce site de Palmyre. L'angle social, on le verra tout de suite après. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Et en attendant, on ouvre une page de sport avec vous. Agnès Ansermet, Georges Hatzopoulos, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler du Cercle d'escrime de Founet qui accueille son tournoi annuel de sabre et fleuret les 25 et 26 mars prochains. On est ravis de vous avoir. Bienvenue. Merci. Avant de parler justement de ce tournoi, revenons un petit instant sur le week-end passé où vos jeunes athlètes ont participé à un tournoi jeunesse à Chavornay. Comment ça s'est passé ? Plutôt bien. Non, c'était chouette. C'était la première fois que Chavornay organisait ce tournoi et on a eu quelques bons résultats, surtout chez les plus jeunes. Ouais. Vous dites plutôt bien, en toute modestie, mais on sait qu'il y a du niveau quand même dans le club. Et ce qui est intéressant, et l'enjeu, c'est finalement de pouvoir rassembler ces jeunes, parce que vous me disiez en préparant cette interview que finalement en Suisse, c'est difficile de rassembler et de créer ces combats entre jeunes. Pourquoi ? Alors surtout, c'est principalement au niveau du sabre. L'épée est beaucoup plus représentée en Suisse, mais au niveau du sabre, on a quelques clubs sur la Suisse romande qui sont très actifs. Et puis on aime bien avoir nos jeunes qui performent les uns contre les autres et qui se lancent des petits challenges pour tenter de représenter au mieux ce beau sport. Ouais, le sabre et le fleuret, c'est la spécificité de votre club. Pourquoi ? Comment ça s'est fait déjà ? Petit à petit, au départ, on faisait du fleuret, on a fait un peu d'épée et j'avais, avec mon ancien maître d'armes, lancé l'impulsion de faire du sabre. Ça nous avait bien réussi dans un autre club à Genève et ça a bien pris et on a eu assez rapidement des résultats intéressants. Ouais, un maître d'armes, qu'est-ce que c'est et quel est son rôle ? Alors, le maître d'armes, c'est l'enseignant. Alors, ce maître d'armes, c'est au pluriel, c'est les 3 armes. Et mon rôle, c'est d'essayer de transmettre des techniques et mes connaissances aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur sport. Ouais, vous-même, en tant que maître, où est-ce que vous vous formez et comment ça se fait, cet apprentissage et finalement cette passation ? Alors moi, je suis allé me former en France, en région parisienne. C'était le Centre national de formation à l'escrime, à Châtenay-Malabry. Ouais. Voilà. Et puis pour la suite, justement, cette passation avec les jeunes, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir cet engouement ou bien c'est finalement une technique et puis un sport qui tend à disparaître ? Non, ça marche plutôt bien chez nous. On a plutôt le club s'épanouit bien avec un comité qui est bien dynamique. On a un soutien de nos communes. Et puis on a des jeunes qui sont formés en tant que moniteurs auprès de Jeunesse et Sport. On a 3 jeunes moniteurs qui m'aident et ça se passe bien. Ouais. Agnès Ansermet, vous êtes la présidente de ce club depuis quelques temps, 80 membres quand même, et puis vous êtes la maman d'un garçon. C'est d'ailleurs lui qui vous a convaincu de rejoindre le club, on peut le dire. Cette jeunesse aujourd'hui, comment est-ce qu'elle parle d'escrime et de ce sport ? Quels sont les retours que vous avez ? Alors les jeunes qui pratiquent et qui font de la compétition sont vraiment des mordus. Ils adorent ça. Et puis ils ont toujours plaisir à aller au cours avec Georges et à être encadrés, entourés. On a vraiment une équipe très sympa, tant par notre maître d'armes que nos moniteurs. Oui, vous-même, en tant que présidente, vous avez repris finalement le flambeau de Géraldine Lebel en juin dernier. Comment ça se passe, ce rôle, et quel est votre rôle exactement ? Expliquez-nous. Alors, mon rôle, en fait, c'est on est surtout 5 au comité. Moi, je suis la présidente, certes, mais mes autres collègues ont aussi leur importance. On représente le club, on va chercher des soutiens au niveau de nos communes, on va tenter d'aborder des nouveaux sponsors, et puis on fait le lien avec le maître d'armes. On organise aussi les tournois. Ouais. Alors les tournois, c'est justement ce 25 et 26 mars, mais on parlait de qualité tout à l'heure. Et puis je crois que vous avez 2 belles pépites, c'est les championnes suisses Nora Perrou et Ariane Lebel. J'imagine que ça a apporté une sacrée visibilité au club. Oui, on a eu des petits articles dans la presse grâce à elle. Ouais. Et les 2 ont participé à des championnats du monde. Ariane, quand elle était M17, a fait 3e aussi au championnat d'Europe. C'est vrai que ça nous a fait de la publicité, je pense. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça tire tout le club vers le haut ? Est-ce que chaque jeune, ou peut-être même les seniors, s'y voient et sont d'autant plus impliqués ? Quel impact ça a eu ? Je pense que ça a été un moteur, oui. Ça a été une locomotive. Pour les jeunes, je pense que ça les a motivés. Et puis de les voir à l'entraînement. Nora a été monitrice aussi au sein du club, Ariane aussi. Donc elles étaient auprès des jeunes et c'était chouette. Ouais. Ouais.
Une bonne pioche. Ouais. Pardonnez-moi. Donc, on a parlé de ces tournois annuels de sabre et fleuret les 25 et 26 mars. L'objectif, c'est quoi et de quel œil voit ce rendez-vous la présidente ? L'objectif, c'est de rassembler un maximum d'escrimeurs. Donc le samedi au fleuret, on attend on espère un certain nombre d'inscriptions. Et puis le dimanche au sabre. Alors là, pour le moment, on a principalement des membres du club qui sont inscrits. On attend encore jusqu'à mercredi soir nos clubs voisins et amis pour augmenter le nombre de participants. Donc à la maison, l'appel est lancé. Si vous voulez vous inscrire, c'est en ligne, j'imagine sur le site internet qu'on peut trouver toutes les informations. Et également, prochaine étape au niveau de la compétition, c'est les championnats suisses à Founet au mois de mai. Et puis là, c'est plutôt les seniors qui y participent. Exactement, ouais, c'est le tournoi des seniors. On a quelques jeunes qui vont s'inscrire en plus. Puis pour avoir une première expérience chez les plus grands, puis on va voir comment ça va se passer. Ouais, quels sont les objectifs que vous avez donnés à ces seniors-là ? Podium. Podium, carrément, rien que ça. Podium. En modestie, je vous l'ai dit, mais avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Longue vie au club et on se réjouit d'avoir de vos nouvelles. À très bientôt. Merci beaucoup. Alexandre, on revient donc à toi toujours du côté du musée romain à Nyon. Oui, et donc effectivement, on a parlé de ce site archéologique, de sa reconstitution, des monuments, de sa destruction aussi, et de la manière de conserver sa mémoire. Mais Jordan Anastassov, je suis encore avec vous au terme de cette exposition. Il y a aussi un impact social, en fait. La destruction de ce site archéologique, ça a eu un impact social en Syrie. Alors, oui, bien sûr, la destruction du site a eu un impact social. La population a dû fuir. Donc, il y a une partie qui a dû fuir même la Syrie. Donc, on les retrouve dans les camps de réfugiés en Jordanie, notamment, ou au nord de la Syrie. Il y a des archéologues qui ont été assassinés, exécutés. Donc, c'est un drame à la fois culturel, mais aussi, et surtout, je dirais, social. Et dans le cadre de ce projet, il y a tout un volet social, en fait, qui a été développé. En collaboration avec l'Université de Genève et d'autres organismes qui travaillent dans les camps de réfugiés, à Azraq, au nord de la Jordanie, ou encore dans les camps de déplacés en fait, internes au nord de la Syrie. Et donc là, justement, il y a ce qu'on peut voir et entendre aussi, ce sont donc des témoignages en fait, de Syriens qui ont vu la destruction de ce site. Alors, non seulement la destruction du site, mais plutôt le travail qui est fait autour de la notion de patrimoine. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance du patrimoine dans le processus de résilience et de reconstruction, et reconstitution de son appartenance, en fait. Il y a des enfants qui sont nés dans les camps où ils sont partis de Palmyre tout jeunes. Il y a des adultes qui ont connu Palmyre avant sa destruction. Et en fait, on a un certain nombre de témoignages, on a glané un certain nombre de témoignages qui ont été recueillis auprès de ces gens, de ces populations originaires de Palmyre. Ouais. Et donc, il y a aussi une série de podcasts qu'on peut aussi écouter sur le même angle. Tout à fait. On a fait une série de podcasts, 4 épisodes pour être plus précis, réalisés par Chahi Media. Des podcasts qui portent sur Palmyre et le travail autour de Palmyre, le travail mené par l'Université de Lausanne. Donc, on a des témoignages de professeurs, on a des témoignages de chercheurs qui accompagnaient l'expédition de Paul Collard dans les années 50 à Palmyre. Et c'est une façon, en fait, aussi de voyager dans cette exposition. Donc, on peut glaner des informations partout dans l'exposition, mais également à l'extérieur. Et donc, ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes. Voilà, pour les écouter au fur et à mesure de l'exposition ou même après. Et puis là, justement, je m'arrête sur ces œuvres qui sont Ce sont des broderies. Des broderies qu'on a retrouvées là-bas ou qui ont été produites des produits dans le cadre d'ateliers dans les camps de réfugiés. Et ce qui est intéressant avec ces broderies, c'est qu'elles reprennent des motifs qui viennent de Palmyre. Là, on a un exemple. On peut montrer le lien entre les motifs architecturaux qui sont reproduits en motifs de broderie et utilisés dans le cadre d'ateliers de médiation dans les camps de réfugiés. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces broderies, c'est que probablement, à l'origine, les motifs qu'on va retrouver dans les éléments architecturaux provenaient de tissu. On est sur une des étapes de la route de la soie. Et en fait, c'est une façon de passer du tissu à la pierre et de la pierre de nouveau au tissu. Donc, une façon aussi symbolique de tisser les liens et la mémoire. Eh bien, merci beaucoup, Jordan Anastassov, de m'avoir donc fait visiter cette exposition temporaire. Je rappelle, Voix de Palmyre au musée romain qui est à voir jusqu'au 1er octobre. Alors, venez avec moi, Jordan, puisqu'on va parler d'autre chose aussi.
puisqu'il n'y a pas que cette exposition à voir en ce moment en termes d'archéologie à Nyon, mais il y a aussi le festival du film d'archéologie qui débute ce mardi, c'est demain, à Nyon, jusqu'à ce week-end. Qu'est-ce que c'est que ce festival et à quoi ça sert? Alors, c'est un événement quasiment unique en Suisse, hein, il faut souligner, qui est pionnier à l'échelle de l'Europe aussi. C'est la 13e édition de ce festival qui aura lieu à l'usine à gaz. C'est un événement organisé avec le musée romain de Nyon et l'association du festival du film international d'archéologie de Nyon. Et on aura l'occasion de voir une trentaine de films avec un focus cette année sur l'Égypte et la découverte du tombeau de Toutankhamon. Donc demain, 19h30, à l'usine à gaz de Nyon. Voilà, ça commence, il y a une trentaine de films donc. Une trentaine de films à découvrir. On va passer de l'Égypte à la Suisse, avec des problématiques aussi liées à la Syrie aussi. Oui. Ça, c'est à voir jeudi. Ouais. Des fouilles aussi dans des camps, un ancien camp nazi en Pologne. Donc, c'est un moment, en fait, quand on est dans un festival de films, c'est un moment de découverte aussi, non seulement d'horizon et de période de découverte, mais également de problématiques. Et on se rend compte que l'archéologie est un outil aussi indispensable pour reconstituer l'histoire, même si elle est récente. Oui, justement, pour vous, archéologues aussi, on imagine que c'est un autre vecteur, en fait, pour faire parler de vos travaux et de vos recherches. Alors tout à fait, c'est une occasion inespérée pour faire découvrir à tout un chacun ce que c'est l'archéologie. Donc il y a une part de rêve bien sûr, de professionnalisme, toujours de professionnalisme, de science, et puis c'est une façon, je dirais, inimitable pour partager en fait tout le travail qui est fait par nos collègues sur le terrain depuis des années. Donc venez à Nyon. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci Jordan Anastassov de m'avoir parlé justement de Palmyre et d'archéologie. Je vous souhaite une belle journée, un bon festival aussi, et puis une bonne suite donc dans cette exposition, Andrea. Voilà, pour voyager dans ce site très spécial de Palmyre, tu l'auras compris. Merci à toi et Jordan pour cette visite. Très belle journée à vous deux. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.